il ne parvint pas à se retenir en passant les étals de fruits. Sa main jaillit de la poche de son manteau et se referma sur une pomme aussi brillante qu'une boule de cuivre en période d'étrenne. Le commerçant ne s'aperçut de rien, occupé qu'il était à convaincre une cliente de l'exceptionnelle qualité de ses produits. L'homme accéléra le pas, se cognant en ménagère indécise, se prenant les pieds dans les poussettes, les cabas à roulettes. Il piqua entre deux camions de forains et traversa la contre-allée au milieu des voitures. Il ne se retourna pas une seule fois, malgré les cris qu'il croyait entendre dans son sillage. L'odeur grasse des têtes de moutons grillés lui souleva le cœur. Il courut encore et reprit son souffle à l'entrée de la galerie du commerce. Le bruit des machines à coudre couvrait la rumeur de la rue. Il s'adossa à la vitrine de la librairie islamique et approcha le fruit de ses lèvres. Ses incisives se plantèrent dans la chair craquante et il frissonna quand la sève acidulée se mit à couler sur la langue. Il fit éclater les pépins sous ses dents pour retrouver le tenace et subtil goût d'amande. Quelques secondes plus tard, il ne restait du larcin qu'une queue de pomme flottant sur l'eau claire du caniveau. Il grimpa l'escalier de la vieille galerie. Le soleil chauffait la verrière. Les portes des anciens commerces, aujourd'hui remplacées par des ateliers de confection, étaient ouvertes. C'était un va-et-vient de pièces de tissu portées sur l'épaule par de chétifs pakistanais, de présentoirs mobiles chargés de chemises, de pantalons. Des annonces à l'orthographe incertaine parlaient de surjeteuses, de surfileuses, de coupeurs cuir. L'homme traversa la galerie et vint s'accouder à la rambarde. Le faubourg s'agitait à ses pieds. À gauche, vers le marché, des employés municipaux décoraient le podium sur lequel prendraient place, la nuit venue, les musiciens dont les mines réjouies étaient placardées sur chaque devanture. Bruno Mancini et ses Musette Boys. En face, les filles de l'impasse ne restaient pas longtemps à l'air libre. Dès qu'un bout de chair émergeait du seuil, un homme quittait la terrasse du tabac pour se l'approprier. Vers 7 heures, le patron du Baldi alluma ses néons bleutés sans se faire d'illusions. Sa boîte à tango ne risquait pas de faire le plein de gogo en ce soir de fête nationale. Il n'eut pas un regard pour l'homme en manteau qui descendait les marches et se dirigeait vers la rue. La faim le tenaillait à nouveau. Il entra dans un fast-food et parvint à récupérer un hamburger à peine entapé avant de se faire expulser par un vigile black et blasé. L'orchestre accordait ses instruments, réglait le volume de sa boîte à rythme et du synthétiseur. Le chanteur aboyait dans les micros. Il se planta une gitane blanche entre les lèvres et gratta une allumette. Le grésillement amplifié par la caisse de réverbération fit autant de bruit qu'une bûche trop sèche. Il souffla la première bouffée sur le métal grillagé, imitant le passage du Mistral. Devant, les vendeurs de merguez bricolaient leur barbecue. L'homme s'allongea derrière le podium et somnola, bercé par les mélodies sur lesquelles il se souvenait avoir dansé, des siècles plus tôt, dans sa vie d'avant la mouise. Il revit son sourire, revécut leurs étreintes, dès les premiers accords de Lucy in the Sky. Tout son être s'arc-bouta donc contre le souvenir. Il fut debout en un éclair. Ses paumes se plaquèrent sur ses oreilles. Chaque note décuplait le supplice. Il se mit à dévaler le faubourg pour fuir les échos de la fête. Les battements de son sang l'enveloppèrent. Il se laissa tomber le long d'un mur. Son dos glissa lentement sur les tags multicolores et les affiches révolutionnaires turques du TDKP. Ses bras touchèrent le sol et il s'abandonna. Les larmes, trop longtemps contenues, inondèrent ses joues. Plus rien n'existait que ce ruissellement tiède sur son visage. « Dis, monsieur, pourquoi t'es triste ?» Il ouvrit les yeux. La silhouette d'un gamin se dessinait dans un rectangle lumineux à hauteur du premier étage. L'homme se releva et s'essuya le visage. « C'est rien, j'ai juste dû avoir un malaise. Je ne me sentais pas bien. Excuse-moi. » Il était sur le point de partir quand l'enfant chuchota en se penchant vers lui. « T'es tout seul ? Et tout le monde s'amuse ? C'est ça, hein ? T'as rien ? T'as faim ?» Il hocha la tête. « Peut-être que tu as raison. C'est quand tout le monde est heureux que ça fait le plus mal. » Le gamin lança un « Attends-moi !»
impératif, et disparut quelques secondes. Il s'accroupit sur le balcon et tendit une petite boîte métallique à l'inconnu. « Tiens, c'est tout ce que je peux te donner. Moi, j'en ai pas besoin. » L'homme prit le cadeau et repartit vers les lumières du faubourg. Il se planta sous l'enseigne vert, intermittent d'une pharmacie de garde, et ouvrit la boîte à cigarettes métalliques sur laquelle on avait collé la silhouette bleutée de la gitane de Bonty. Le bord, légèrement dentelé, lui entama le pouce. Il compta une cinquantaine de pièces de 5 francs, toutes datées de 1960, celles dont la tranche s'ornait de la devise de la République. Le sang macula le brillant de l'argent. Liberté, égalité, fraternité. Il se confectionna un pansement grossier à l'aide d'un morceau de papier, puis acheta, pour 2 semeuses, une boîte de bière à un type qui traversait la foule en portant son commerce ambulant, une glacière, à bout de bras. C'est en levant la tête pour faire couler les dernières gouttes de liquide qu'il la vit. Elle était appuyée au mur de l'hôtel, dans l'impasse, et ajustait sa jupe autour de sa taille. Il traversa la rue comme un automate. Elle n'eut pas un regard pour lui. Se tourna vers l'escalier et d'un geste de la main, l'invita à le suivre. Il effaça de sa vie le lavabo, les draps froissés, la lumière grise, les râles derrière la cloison de plâtre. Rien ne comptait plus au monde que ce corps inconnu. Ils se rhabillèrent en silence. L'homme sortit la boîte de sa poche de manteau. La femme tressaillit à la vue de l'objet et se mit à hurler quand elle l'ouvrit sur les pièces ensanglantées. Elle plongea la main dans son sac et ses doigts se refermèrent sur le cutter dont elle ne se séparait jamais. Son pouce fit jaillir la lame. Le rasoir fila sur le visage, entailla les joues, la gorge. Elle ne se calma qu'au moment où le corps de l'homme s'effondra sur le parquet. Elle descendit le faubourg, le poing serré sur la lame poisseuse, et ouvrit la porte d'un immeuble en contrebas. Le gamin était immobile, sur le lit, devant la télévision allumée. Elle se jeta sur lui, le secoua. « Tu n'as rien, tu n'as rien! Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Le gamin se réveilla, se frotta les yeux. « Qui, maman ? Le monsieur qui t'a pris tes sous, il t'a fait mal, dis !»« Non, me dispute pas, maman. Je sais que j'avais pas le droit. C'est moi qui ai donné ma tirelire. » Ses doigts se relâchèrent et le cutter tomba à terre. « Mais pourquoi ? Pourquoi ? Tu peux pas savoir comme il avait l'air triste.